Bonjour, je suis Valérie Duvauchel et n'ayant pu être parmi vous hier pour la conférence sur l'art de la cuisine zen, eh bien, je me propose de partager sur cette vidéo. Alors l'intitulé tout d'abord m'a tout de suite fait penser à une phrase de Van Gogh qui disait il n'y a rien de plus artistique que l'amour. Et en fait, c'est dans ce sens que nous avons pensé ce titre. Et si effectivement il n'y a rien de plus artistique que l'amour, il n'y a que par la pratique que cet art, que cet amour peut se nourrir. Donc c'est bien lié à la pratique que l'aspect artistique de la cuisine zen se vit. Et pour ce qui est de l'amour, voilà, la même question, de quel amour parle-t-on? Bien évidemment celui de la vie, de ce flux continu de nourriture du monde, de la vie, de la terre que nous recevons chaque jour et en particulier à chaque repas. Donc cette pratique de la nourriture, cet amour reçu chaque jour et que l'on redonne dans nos vies, il peut aussi s'apparenter à la praxis philosophie. Cette philosophie, c'est une philosophie de vie, vraiment, du quotidien, de la sécularité. Je suis moniale et aussi très attachée à la sécularité. Voilà. Comment faire passer ce message d'amour de la vie dans notre quotidien. Et qu'y a-t-il de plus puissant que ce que nous ingérons comme preuve quotidienne de cet amour de la vie. Voilà, alors il est toujours un petit peu difficile, même carrément impossible, de parler de pratique, puisque c'est déjà paradoxal. On parle de quelque chose d'une expérience, et qui plus est une expérience qui se réinvente à chaque moment. Et donc, voilà, je vous propose en fait de peut-être le plus évocateur sera la manière dont la première fois j'ai ressenti justement la puissance de cette pratique. Alors c'était au Japon. J'allais déjà depuis 6 mois, je crois, au temple de Sojiji qui est l'un des deux grands temples de formation des moines. Donc, quand nous, en tant que laïcs, puisqu'à l'époque j'étais laïque, nous faisions des retraites, eh bien, c'est quand même assez formel puisque nous sommes sur le même rythme que les moines. Ils sont à peu près 300. Et les retraites qui portent assez mal leur nom, je trouve, puisque c'est plutôt un lieu où justement on va activer en continu ce flot interagissant de vitalité. Eh bien, se font au rythme de la méditation sans objet. Donc, cette méditation sans guidance, où l'on est comme un bol vide, un bol de nourriture vide qui se remplit et qui se déverse sur le monde continuellement, sans s'arrêter, donc sans se regarder non plus. Au rythme des repas, où de la même manière, on est le bol vide, là pour le coup, qui reçoit la nourriture voilà, de nos repas, et des moments de ménage collectif qui sont aussi une nourriture reçue, donnée, une activation par la communauté de cette reliance, je parlerai plus tard, et puis le sommeil. Donc voilà, c'est continuellement ça. Et c'était en fait, je crois, le troisième jour, donc c'est notamment une anecdote qui démarre le livre, puisqu'elle a été effectivement le point
le point de départ de toute de toute la question, voilà, que j'explore depuis. C'était le troisième ou quatrième jour d'une retraite, et donc dans les rituels, puisqu'il y a des protocoles de repas faits pour différentes raisons, mais on va dire d'une manière générale pour nous permettre de rester en continu dans le ressenti mouvant de cette reconnaissance de la vie qui circule en nous. Et donc, à un moment, avant de manger, on prend comme ça son bol de riz à trois doigts. C'est d'ailleurs très joli parce que les bols sont noirs, donc voilà, et puis c'était chaud, donc ça fume un peu, c'est très joli. Et je me suis retrouvée face à quelque chose d'ineffable, mais en tous les cas où il y a une espèce d'inversement de regard, et je ne savais plus qui regardait qui. J'ai vraiment eu la sensation que c'était mon bol de riz qui me regardait, mais je savais plutôt, donc une espèce de confusion au sens propre, confondu. Voilà. Et ensuite j'ai goûté ce riz, et ce riz était délicieux, mais vraiment 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 délicieux et très très bon. Et je regoute, et oh là là, très très bon, alors que ça faisait déjà 3 jours que je goûtais ce riz. Et il me rappelait quelque chose, ce goût. Et en fait, en cherchant, je me suis aperçue que c'était le goût de l'odeur des 4 quarts que ma mère me faisait quand j'étais petite. Et alors là, je me suis vraiment demandé ce que faisait ce 4 quarts ici. Voilà, vraiment. Donc ça a été tout de suite l'évidence de l'abysse de mon identité, si je puis dire, puisque puisque bien évidemment j'ai fait des recherches et c'était bien le même riz, la même cuisson, parce que je me suis dit ils l'ont cuit d'une manière différente, c'est pas le même riz, etc. Non, tout pareil. Donc si c'était pas le riz qui avait changé, mais que le goût néanmoins avait changé, qui avait changé? Voilà, donc c'est de cette question à laquelle je ne réponds toujours pas, mais en tous les cas, voilà, on voit se dessiner où on voit plutôt s'effacer des limites du soi, et la question du soi qui s'est découvert pour moi, en tous les cas, via un bol de riz. Voilà, et donc je crois ce qui s'est passé, en tous les cas, il y a des tas de manières d'appréhender cette expérience, mais en tous les cas, de cette confusion est ressortie une immense joie et un immense amour, un jaillissement. Et le sentiment, l'expérience profonde d'être relié. Et voilà, tout ça pour arriver à ça, ce que je voulais tout d'abord poser comme première pierre par rapport à cette pratique, c'est que je crois que cette pratique, elle est là pour découvrir, au sens ce qui est découvert, mais ce qui existe, donc simplement découvrir eh bien ce lien, cette réalité voilà, dont on parle, que l'on connaît, un peu l'inter-être ou l'interdépendance, mais c'est souvent des concepts, donc de découvrir le ressenti profond de cette reliance, je pense, est le cœur de cette pratique. Et qui peut mieux que la nourriture nous aider à l'expérimenter dans le corps, dans la chair? Parce que voilà, parce que je crois que, enfin en tous les cas, moi c'est ce qui m'a aussi enthousiasmée avec cette pratique, c'est que bon, j'ai jamais été très intéressée par
les religions, ni même le bouddhisme. Avant cette expérience, j'ai mis 10 ans avant à m'intéresser au bouddhisme. Je me suis assise pendant 10 ans comme un bol vide. J'ai reçu, j'ai senti cette circulation. Je me suis intéressée à la cuisine, à la nourriture, et ce n'est qu'après que j'ai été voir effectivement quand même ce qui se disait. Et effectivement, on parle de la même chose, donc c'est plutôt bien. Mais en tous les cas, il est tentant de rester dans une certaine transcendance intellectuelle en abordant les concepts de l'interdépendance, de l'interreliance, voilà. Voilà. Donc, pratique de la reliance, et qui nous fait revenir à ce fameux religere, le religere du sentiment religieux. Et je crois que eh bien, c'est de ça dont on parle. C'est que cette pratique, elle est là pour ramener le sentiment religieux dans la nourriture. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement découvrir ce qui nous lie profondément à la nourriture. Voilà, alors elle le fait maintenant, on peut maintenant un petit peu déployer, alors encore une fois, ce qui se vit. Comment tout d'abord, le cuisinier s'inscrit dans cette pratique. Alors le cuisinier zen dans la pratique zen s'appelle le tenzo. Alors déjà, c'est intéressant de reprendre l'étymologie des mots, parce que tenzo, ça se fait à partir de 2 idéogrammes sino-japonais, et c'est ordonner les sièges. Mais autrement dit, c'est pas ordonner, donner un ordre, c'est donner la place. C'est quelque part proposer de se remettre à sa place. Voilà. Et c'est assez intéressant, la manière, moi, dont je le vois, puisqu'encore une fois, mais je le précise quand même, puisque c'est une pratique, tout ce qui se dit autour ne sont que des cadres d'inspiration. Les seules vérités ne se trouveront que dans votre propre expérience. Mais moi, je le vois vraiment comme le cuisinier, par sa nourriture, nous permet, et par les protocoles, les rituels, la manière de composer le menu, la manière de composer le menu pour pouvoir permettre aux pratiquants de manger selon le protocole des 3 bols ou des 5 bols, des oryoki, les bols de la juste mesure. Eh bien, tout cela part de la nourriture, donc effectivement, ça passe par le cuisinier zen, le tenzo, qui est un petit peu un messager, et ce messager, il est là en fait pour nous permettre de rester dans le flot continu de la vie, c'est-à-dire ne pas, là je parle plus particulièrement des pratiques monastiques, se mettre en zazen ou lire des sutras, considérer que ça c'est la pratique, bon maintenant c'est l'heure d'aller manger, et on va manger parce qu'il faut continuer à pratiquer. D'ailleurs, l'origine de cette pratique, elle est née comme ça. Elle est née à peu près au 9e siècle, et quand les temples Chan devenaient énormes, et il y avait des gens, mais c'était par milliers, c'était des temples de 2000, 3000 moines, et jusque-là, en fait, c'était ça. Ils devaient s'organiser, c'était de l'intendance, la cuisine. Et en fait, ils se sont aperçus, notamment Wei Wang, je ne prononce pas très bien, il s'est divisé, mais non, c'est la pratique, c'est une continuité. Quand on est sur son coussin, on est ce bol vide, on est on reçoit ce qui vient, et on se laisse traverser, on laisse la vie nous traverser, on laisse la vie être la vie à travers nous. Eh bien, on continue cette posture, elle se continue quand on prépare la nourriture, quand on cuisine, et quand on mange, ou quand on la sert, et quand on range. Voilà. Donc,
en cela, je crois que le Tenzo, et c'est de donner la place, et bien finalement, c'est ça, elle nous permet de donner notre place, qui est quoi? Qui est d'être tout le temps en continu, en lien parmi tous les êtres, en reliance permanence et en réception continue. Notre place, elle est là, elle n'est pas à côté de la vie, elle est dans la vie. Alors comment fait-il? Il a plusieurs... il y a un cadre, alors qui n'est absolument pas dogmatique, qui est simplement plus facile. C'est peut-être le moyen le plus facile. Par exemple, il y a un cadre culinaire. Voilà. Et donc, on n'utilise pas d'ail et de liliacée, c'est-à-dire les oignons, les poireaux. Voilà. Pourquoi cela? Alors, il y a des raisons, parce qu'ils vivent ensemble et ça donne des odeurs. On dit que l'ail attise le feu, l'excitation, donc peut-être qu'à l'époque, ils étaient célibataires, donc c'était peut-être pas trop conseillé. Mais il y a aussi une autre raison. Il y a une raison que quand vous avez de l'ail dans un plat ou de l'oignon, en fait, vous allez garder cette tonalité eh bien, dans le reste de vos plats. Et l'un des moyens qu'a le Tenzo pour nous laisser au centre, au cœur, dans l'axe de notre vie, ce sont les 6 saveurs. Alors les 6 saveurs, il y a le doux, l'acide, le salé, l'amer, le piquant. Et il y a cette fameuse 6e saveur qui est le goût subtil, le goût neutre, le goût silencieux, que moi j'appelle le goût silencieux. Et ce goût silencieux, parce que c'est vrai que le goût neutre, le goût fade, c'est pas... Hein, le goût silencieux, c'est justement ce silence qui existe, non pas quand on se tait, mais ce silence de complétude, ce silence qui émerge quand on est au cœur. Voilà, tout est là. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce n'est pas le seul moyen, mais l'un des moyens pour nourrir ce cœur se fait aussi par les saveurs. Alors bien sûr, ça vient du taoïsme, il y a beaucoup de choses également philosophiques, artistiques, poétiques sur les saveurs. Néanmoins, il y a aussi la vérité matérialisée des saveurs dans le corps, et c'est tout aussi évocateur, inspirant. Voilà. La 6e saveur est souvent confondue avec umami. Alors c'est pas umami, c'est awami. Umami, c'est un exhausteur de goût qui vient souvent de la part fait avec le dashi, ce bouillon qui dans la cuisine zen est fait à partir d'une algue, kombu et shiitake, et dans la cuisine zen japonaise traditionnelle, on y ajoute de la bonite. Mais ça, c'est l'exhausteur de goût, c'est le bouillon de base. La 6e saveur, c'est ce goût neutre, awami. Et il existe aussi dans des plats, on va dire, où en eux-mêmes, il y a cet équilibre que les Japonais estiment être le centre parfait, ce qui est quand même vrai, notamment avec le tofu de sésame, où c'est pas du tofu, c'est du sésame, mais vraiment très très léger, une pointe de wasabi, un peu de sauce soja, et on a cet équilibre parfait. On pourrait imaginer le goût silencieux quelque part se retrouve aussi peut se retrouver dans les extrêmes, et de toute façon il se retrouve effectivement dans le fait que quand l'on mange, on alterne l'acide, le doux, le salé, et c'est l'incarnation de la voie du milieu quelque part, c'est d'intégrer les extrêmes, mais puisque ça crée du coup un équilibre. On retrouve ça dans la cérémonie du thé, par exemple. On a un matcha souvent assez amer, et puis on va manger avec une toute petite sucrerie, clac, et du coup on est au centre.
et culturellement, après, les Japonais le font sans savoir vraiment pourquoi, d'où ça vient. Dans leur décès, il y a toujours une petite pointe de sel qu'on retrouve aussi dans les traditions macrobiotiques. Voilà, donc il y a le Tenzo donc, va toujours prendre soin de ne pas polluer, comme en Zazen, on ne se pollue pas, Zazen, donc étant la méditation non guidée, la méditation, on l'appelle la méditation sans méthode, hein, c'est un terme qui vient du XIIIe siècle, la méditation sans méthode, ou la méditation sans objet, c'est-à-dire qu'on s'assoit pour s'asseoir, on s'assoit pour être dans la vie, pour recevoir cette vie qui circule, sans autre but que de vivre. Voilà. Et bien de la même manière, pour préserver cet espace, puisque finalement on peut parler d'un espace, pour ne pas polluer cet espace, il va prendre soin d'avoir toujours les 6 saveurs. Ces saveurs vont évoluer, mais ça après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elles ne vont pas évoluer en fonction d'un dogme, en fonction d'une règle, mais elles vont forcément évoluer avec les saisons. Pourquoi ? Parce que quand on a cette pratique de l'assise, en tout cas dans le zen, eh bien, on cultive cette capacité à être au cœur de notre vie. Plus on cultive cette capacité à être au cœur de notre vie, plus l'intuition, cette espèce d'intuition émergente, y compris de ce qu'on va avoir mangé, de ce dont on va avoir envie de manger, et donc être attiré par certaines saveurs. C'est pas un hasard si on est attiré par l'acide au printemps, l'amertume peut-être un peu en été, voilà. Et tout ça, ça a été théorisé notamment par la médecine chinoise, mais de découvrir justement ce lien profond à la vie, à cultiver la posture du bol vide, à se nourrir de son axe, intuitivement, on retrouve tout ça. Et intuitivement, on va être plus dans, il y a aussi après les 5 textures, les 5 cuissons, les 5 couleurs. On va être naturellement, forcément, en été, il y a plus de rouge parce qu'il y a des fruits rouges, hein, au printemps, voilà, il y a un. Mais l'idée, c'est un petit peu de toujours avoir aussi de ce que est en train de devenir la réalité, c'est-à-dire que c'est l'histoire de la lune cachée derrière les nuages. C'est pas parce qu'on voit pas la lune qu'elle est pas là. Aussi, c'est aussi une manière, voilà, d'intégrer la réalité universelle dont nous sommes faits en miroir dans son assiette. Voilà, donc la manière de composer les menus. Après, il y a la manière, alors à la fois pour des raisons logistiques, parce que quand il faut nourrir du monde, voilà, c'est d'ailleurs franchement intéressant les protocoles de repas voilà, du zen, je trouve, parce que c'est finalement comment rejoindre le relatif et l'absolu. D'ailleurs, on pourrait dire que voilà, déjà si on prend nous, le relatif, on est séparés et néanmoins on est en lien dans notre réalité interdépendante, interconnectée, constamment, horizontalement, transversalement avec les générations, avec les ancêtres, voilà, on ne serait pas là si nos parents n'étaient pas là, nos lignées spirituelles, etc. Et la nourriture, c'est nous qui mangeons, c'est nous qui cuisinons, et pourtant, ça traverse et ça confond encore une fois l'absolu. On revient à la confusion du départ. Donc, voilà, donc ça touche au relatif et à l'absolu. Je vous avoue que c'est pas évident de parler toute seule, donc je crois que j'ai perdu mon fil. Oui, et donc les protocoles, eh bien c'est la même chose. Quand on voilà, donc il y a ce protocole de la nourriture qui est la la pratique des oryoki. Donc les oryoki, ce sont les bols monastiques. C'est justement, on ne sait plus ce qui est donné, ce qui se donne, ce qui se reçoit. C'est cette circulation, cette vie, hein, cette vie. La vie est mouvement.
ce mouvement, cette vie. Et ryo, c'est la mesure, mais dans le sens la mesure. Et ki, la vaisselle. Donc ce sont les bols de la juste mesure de ce qui est donné, reçu, voilà. Eh bien, ces 3 bols et la manière dont on les déploie, parce qu'il y a les petites serviettes, c'est un petit paluchon, il y a les serviettes, vous pourrez aller voir sur le site La Cuisine de la Bienveillance, il y a des petites vidéos notamment pour pratiquer chez soi ces bols, parce que c'est une pratique très généreuse, y compris dans son quotidien. Néanmoins, c'était aussi très pratique quand vous aviez des temples avec 500 personnes, hop, tout le monde met son petit baluchon, on déplie, le cuisinier il sait qu'il a un bol de céréales, donc un bol de soupe assez roborative, ou de plats mélangés, et un bol de crudité pour la base. Et puis dans les menus de célébration, 5 bols, voilà, et on peut aller quand les temples font des restaurants, 9 bols, 13 bols, 25 bols, voilà. Mais la manière dont le fait, la gestuelle ritualisée du déploiement des bols, de refermer les bols, du service, de la manière dont on lève son bol de riz, etc., fait que le relatif du quotidien rejoint l'absolu de l'ineffable, mais que l'on ressent par la forme. Donc en fait, c'est le fond que l'on découvre par la forme. Donc, voilà. Donc, du coup, le Tenzo, il sait en moyenne, et du coup, c'est aussi une pratique qui, pour lui permet de rentrer dans la confiance, comment dire, de s'éviter d'être le créateur des repas, puisque c'est vraiment aussi une pratique quand même de l'humilité. On est là pour exaucer un maximum le goût de la vie finalement. Et donc il sait que son bol, il est toujours, c'est toujours le premier bol, c'est toujours la céréale, c'est le deuxième bol, ce plat mélangé, et le troisième, les crudités, lacto-fermentées ou pas. Le premier bol, c'est très simple, mais c'est pour une raison fondamentale et très profonde, c'est le bol du Bouddha. Alors, quand on dit le bol du Bouddha, c'est le bol de l'éveillé, c'est le bol de notre réalité couverte, peut-être, ou pas, et en tous les cas qui se découvre quand on ne pollue pas son esprit d'autre chose que ce que l'on est en train de faire, notamment, par exemple, goûter ce riz de ce bol. Et donc, il n'est pas assaisonné. Il n'est pas assaisonné parce que c'est le bol de la complétude, c'est le bol de voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que donc on commence toujours par 3 bouchées de cette céréale non assaisonnée, et ensuite on alterne avec les autres bols. Et bien évidemment, il y a une alchimie mystérieuse du goût qui dépend des ingrédients, qui dépend des saveurs, mais qui dépend de nous, qui dépend de la vie, qui fait que la céréale va prendre le goût et bien finalement de ce que l'on est juste à l'instant où on va manger. Il y aura un autre goût à un autre moment, même si on mangeait la même chose, j'en suis persuadée. Voilà, donc il y a tout ce protocole des Oryoki qui permet au Tenzo de savoir comment il display, il répartit son menu finalement. Ça permet aussi de gérer très facilement les restes. C'est très intéressant d'ailleurs. Donc, je disais que j'étais moine séculière. Moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est vraiment de transposer, de continuer à faire vivre et de manière, oui, séculière dans le sens contemporaine, ces protocoles dans les communautés laïques, parce que y a ce sentiment religieux dans le sens, tout ça, ça nous relie. En Tenzo, il y a des équipes de cuisine pour préparer, pour dresser, et si on ramène le sentiment religieux, donc de reliance dans cette pratique, il y a aussi comment dirais-je, j'ai pas le mot, tout un intérêt, c'est pas un beau mot,
oui, une efficacité, j'aime pas le mot non plus, en termes de logistique, et aussi en termes donc de fluidité, parce que c'est toujours une histoire de fluidité, puisque ça permet aussi le riz du soir, puisque c'est pas du midi, puisque c'est pas assaisonné, il peut soit se retrouver dans la soupe du soir, sinon il peut se retrouver dans le porridge du matin mixé, et on a aussi, grâce à ce système des 3 bols, la possibilité de voir que la cuisine, elle se fait sans nous. Ça, c'est absolument fantastique. Ça arrive au bout de deux jours, c'est assez rapide, 2 jours et demi. Le truc, il roule et on est juste plat, 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 hop, un peu à droite, un peu à gauche, et c'est purement magique, je trouve. Voilà. Et donc, il y a aussi quelque chose je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Bon, je fais un peu. Un autre axe fondamental aussi, tout est fondamental, mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que en fait après chaque jour, on peut décider de prendre une porte d'entrée en sachant que, allez, mettons-nous dans la posture de recevoir. D'ailleurs, recevoir, c'est, vous savez, je sais pas si ça se dit itadakimasu. Itadakimasu en japonais, on le traduit par bon appétit parce que c'est ce qu'on dit avant de manger, mais littéralement, c'est la forme honorifique du verbe morau qui veut dire recevoir. Donc en fait, ils ne se disent pas bon appétit, ils se disent recevons. Voilà, quelle merveilleuse entrée en matière et quelle merveilleuse réalité. Et donc, et on peut choisir, voilà, de la manière, c'est juste l'engagement, enfin l'envie, l'enthousiasme de se dire, bah voilà, je n'ai pas besoin d'aller dans un temple, je sais pas où, hein, tous les jours, 2 fois par jour ou 3 fois par jour, je peux recevoir, je peux me connecter à la vie et me laisser enthousiasmer par la vie, puisque bien évidemment, ce qui ressort de tout ça, c'est pas une évolution spirituelle, un éveil transcendant, enfin peut-être, mais peu importe. C'est surtout que ça nous fait sortir la joie de vivre, mais vraiment. Donc c'est surtout ça que, et moi en tous les cas, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que j'ai envie de faire passer, quoi. Je trouve qu'on s'arrête un peu trop souvent au spiritual growth, je travaillais sur moi et tout. Quelle généreuse proposition quand on vous dit mais vous n'avez rien à faire, juste recevez. Et voilà, donc il y a plusieurs portes d'entrée pour recevoir. Et la porte fondamentale sur laquelle j'ai construit le livre, ce sont les 5 contemplations. Donc, nous recevons, alors si, quand on mange ou quand on est en assise, on laisse passer, on laisse la vie faire ce qu'elle a à faire, voilà, on laisse la vie se nourrir de nous quelque part, voilà. Là, c'est un petit peu le moment où on va la regarder. En fait, c'est l'inverse. Là, on change de focus. C'est plus elle qui nous traverse. Mais bon, bien évidemment, l'axe fait tout rejoindre. C'est nous un petit peu qui contemplons la vie. Et en fait, donc, il y a 5 contemplations que l'on récite alors dans le cadre monastique, mais encore une fois, le zen n'a jamais été purement monastique, et donc il est bien évidemment très inspirant d'avoir cette pratique dans notre quotidien urbain. Voilà. La première des contemplations, c'est de regarder tous les efforts et l'énergie qu'il a fallu pour que cette nourriture parvienne jusqu'à moi. Voilà. Contemplons tous les efforts, toute l'énergie qu'il a fallu pour que cette nourriture parvienne jusqu'à nous. Et en fait, déjà là, je vous laisse faire l'expérience, mais quand vous commencez à tirer le fil de tous les efforts et de toute l'énergie qu'il a fallu pour que votre nourriture arrive jusqu'à vous, c'est purement abyssal, puisqu'il y a le fil vertical on va dire, de tous les ancêtres, tous les gens qui étaient là avant vous.
déjà pour que vous existiez, pour que vous puissiez être là à contempler, mais aussi toutes les recettes, toute la technologie qu'il a fallu pour cuire, si les bols sont en bois, la technique artisanale qu'il a fallu pour faire ces bols, ou industrielle, etc. Et puis toute la réalité horizontale, l'écosystème, le soleil, la nature, mais aussi les hommes, les vers de terre, les camionneurs. On est dans une globalisation, donc c'est littéralement le monde qui vous est amené dans votre assiette, avec ses joies, ses peines, tout, cadeau. Et donc voilà, c'est quelque chose d'assez abyssal qu'il faut digérer. La seconde contemplation, c'est c'est un petit peu, c'est de voir comment nous méritons cette nourriture. Alors, le problème de la traduction, c'est que le côté mérité, ça fait un peu moral et tout. C'est pas une histoire de morale, c'est encore une fois une suggestion d'inspiration pour peut-être prendre la mesure de ô combien nous honorons cette nourriture dans notre vie. Donc, combien nous parle notre manière de vivre, nous recevons dignement cette nourriture. Voilà. Là encore, voilà. La troisième contemplation, c'est de voir, alors là on est rentré dans la reconnaissance, on est rentré dans dans le miroir de dignité de la vie qui nourrit la vie, qui reçoit la vie, et c'est de voir, eh bien, dans cette posture, dans cet échange, de voir combien cette nourriture nous prévient de l'avidité et de la colère. C'est pas forcément marqué dans les contemplations, mais en fait, souvent, quand on fait référence à l'avidité, à la colère, on fait aussi référence à l'ignorance. L'ignorance de la non-séparation des choses. Et dans cette réalisation que l'on n'est pas non séparé grâce à la première contemplation, eh bien, de fait, on n'est plus dans cette constante avidité de vouloir plus, ou dans cette colère d'avoir peur ou d'avoir le sentiment qu'on nous a pris. Voilà, on est dans l'axe, on est dans cette complétude que voilà, tout est la vie à partir du moment où on vit. Donc en fait, tout ce qu'il y a à chercher n'est que de vivre notre vie. La quatrième contemplation, eh bien, c'est de voir combien cette nourriture nous nourrit ce corps. Et à partir du moment où on se rend compte, alors elle est plutôt faite pour comprendre la nourriture, on va dire, corporelle. Néanmoins, on peut l'extrapoler à la réalité corps-esprit, finalement. Enfin, corps... voilà, qu'est-ce que veut dire un corps ne peut être séparé. Donc, qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que le soi? Qu'est-ce que le corps? Et qu'est-ce qui est nourri? Et en tous les cas, remercier, voilà, voilà. En fait, les contemplations, vous l'aurez compris, moi, je les pratique depuis pas mal de temps, et c'est pas un truc, c'est pas une connaissance, c'est une activation. Donc, et en fait, tous les jours, vous pouvez avoir une petite schlang, ah oui, un petit réveil comme ça d'une petite réalisation voilà, c'est ça les contemplations, c'est une activation. Tout cela n'est qu'une grande activation de votre vie. Ce n'est que ça, la pratique, c'est tout. Et la cinquième contemplation, finalement, c'est de voir combien cette nourriture nous rend vivants. Voilà. Nous rend vivants, nous permet de vivre la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire sans la polluer de nos projections, de nos analyses du passé. Donc,
nous met dans, on appelle ça l'incité, on peut appeler ça l'incité, la loi, l'enseignement, après tout ça enfin, mais en gros, c'est voilà, comment on peut la voir comme comment cette nourriture me permet de vivre réellement ma vie, là, qui ne sera pas la même que quand j'aurai fini ma phrase. Voilà, donc les contemplations. Voilà, je crois que je vais un petit peu m'arrêter là pour déployer. Alors, il y a, voilà, dans le livre, si ça vous intéresse, donc Le goût silencieux chez Actes Sud, vous verrez aussi des références un petit peu plus bouddhistes. Tout cela a été déployé par Dogen, le fondateur de l'école Soto. Donc, voilà. Mais je voulais terminer aussi par ce que l'on vit aujourd'hui et comment cette pratique, à mon sens, peut s'inscrire dans une réalité hautement anxiogène, éco-anxiogène, puisque on sait que nos futures générations ne vivront pas ce que l'on vit, c'est acté, et en même temps, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et on est tous plus ou moins pris dans cette urgence, dans cette impuissance à agir efficacement et à se jeter soit dans la paralysie anxiogène, quoi, voilà, qui peut même conduire à des addictions, à des dépressions, etc. Ou soit dans un activisme effréné de trouver des solutions, de faire des choses, d'aider, d'être par monts et par vaux. Au point où on en est, moi je me dis que quelque part tout est bien. Mais ce dont je voulais parler, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui émerge dans toutes les communautés intentionnelles, spirituelles, dans tous ces lieux d'éveil de conscience, c'est qu'il est certainement plus important actuellement d'écouter en se rassemblant, c'est-à-dire que de reconnecter avec notre réalité d'être systémique. À savoir, on s'aperçoit, on parle d'intelligence collective, on parle d'écologie profonde, tout cela est donc en bouddhisme d'interdépendance, de réveil de tous les êtres sensibles. C'est la même chose, c'est simplement reconnecter avec une mémoire que l'on a perdue assez récemment, que le fait de se mettre ensemble, d'écouter ensemble, de libérer l'espace, de laisser faire la vie, de rentrer dans l'activisme de la vie et non pas pour nous, donc pour nous, pour ces êtres, pour ces enfants, et pas forcément toujours nous mettre à s'occuper d'eux, c'est-à-dire un petit peu, encore une fois, renverser le focus, de vider un peu le bol et de recevoir en communauté. Donc, cela active ce qu'on peut appeler le pouvoir de la communauté et l'intelligence collective, que moi j'appelle un petit peu l'intuition collective. Eh bien, on s'aperçoit de plus en plus que de cela émerge une intuition juste, une énorme joie, et que de cette joie, il est fort probable qu'il y ait un effet systémique. On n'en sait rien, mais en tous les cas, il est certainement certain que de laisser faire la vie et d'arrêter de nous trouver des solutions a plus de chances de fonctionner. Et sur le chemin, eh bien, on vivra, on vit. Voilà, donc on peut appeler ça, il y a en ce moment un mouvement que je suis de très près qui s'appelle l'activisme de la contemplation. Et d'ailleurs, Satish Kumar, le fondateur du Schumacher College, a terminé le colloque de Change Now hier, qui se déroulait au Grand Palais, sur cette ouverture, à savoir que voilà, le Change Now, c'était le premier salon où il y avait beaucoup
d'ouverture sur les business de recyclage, toute cette conscience collective, sociétale, en termes de business, économique, autour de la transition et d'un autre paradigme. Et finalement, le mot de la fin, voilà, ça a été l'activisme, ça part de l'activisme de la contemplation. Ça rejoint l'activisme de la contemplation. Contemplons la joie, contemplons la beauté de la vie, contemplons notre nourriture et nous serons ce qu'il faut faire, car nous sommes des êtres déjà complets et ô combien plus puissants quand on se met au service de la vie et que simplement on la laisse nous murmurer combien elle nous aime. Voilà. Bien, écoutez, merci de m'avoir écouté pour ceux qui auront été jusqu'au bout. Et puis, si vous avez des questions, ou n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez certainement trouver mes coordonnées sur le site La Cuisine de la Bienveillance. Voilà. Merci beaucoup.